Un plaisir de vous savoir fidèle au rendez-vous du 12h45. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Des années déjà que l'université d'Abomey-Calavi forme des étudiants qui présentent chaque année des recherches scientifiques. Mais quel est leur impact sur le développement? On en parle dans ce journal. Et les oiseaux migrateurs sont de plus en plus menacés par les activités humaines ainsi que le changement climatique. Quelle stratégie mettre en œuvre pour leur sauvegarde? Explication dans un instant. Enfin, au-delà de son caractère de remise en forme, le sport réunit les peuples et renforce les liens entre les personnes qui la pratiquent. Sa place dans l'intégration sociale, c'est dans ce journal. C'est une journée que beaucoup ne connaissent pas. Ce 22 septembre, c'est la journée mondiale sans voiture. Un peu partout dans le monde, les habitants des grandes villes notamment sont appelés à ranger leurs véhicules au garage et à emprunter leur vélo, les transports en commun ou encore la marche. L'objectif de cette journée est de favoriser la prise de conscience collective de la nécessité d'agir contre les nuisances générées par la croissance du trafic motorisé. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre la pollution atmosphérique ou contre le bruit, mais aussi d'améliorer la qualité de vie dans les villes. Depuis 2007, cette journée mondiale tend à être remplacée par une semaine de la mobilité qui vise à promouvoir l'usage des transports en commun. Je le disais dans les titres, l'université d'Abomey-Calavi forme chaque année, depuis maintenant plus de 50 ans, des étudiants. Et pourtant, leurs recherches ne semblent pas apporter un plus au développement. Quel impact les recherches scientifiques universitaires ont sur l'essor économique? Patrick Adiabodjou nous fait un état des lieux. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé leur entreprise aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus. Ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche
pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. Parlons à présent des oiseaux migrateurs qui voyagent en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage, soit pour changer d'habitat ou soit pour s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à de nombreuses menaces. Quoi faire donc? Quelle stratégie mettre en œuvre pour leur sauvegarde? Les réponses ici avec Daouda Aliou. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, ces oiseaux. Mais ce que nous suivons surtout sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis être sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affectionnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwe seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations? Vous êtes certainement adepte du sport, mais savez-vous que c'est un phénomène social moderne basé sur le fair play et qui est porteur de valeurs universelles? Eh bien, au-delà de son bienfait pour l'organisme, il apparaît de plus en plus comme un vecteur d'intégration sociale puisqu'il permet aujourd'hui justement de pratiquer une activité d'apprentissage de la vie en société et constitue même un atout, je le disais, pour l'intégration sociale. Suivons cet élément pour mieux comprendre. L'instant d'une matinée dominicale, ces hommes et femmes de différents âges sont rassemblés pour un idéal, le maintien de la forme physique à travers des exercices sportifs. Mais pour cette communauté, au-delà d'un simple moyen d'entretien, le sport est un creuset d'échange et de socialisation. Et des avertis en parlent. Nous faisons le sport pour le bien-être physique. Nous faisons le sport pour le bien-être mental et nous faisons le sport pour la socialisation. Et parlant de la socialisation, quand on se retrouve en sportif, on échange, on communique et on trouve des solutions aux difficultés qui minent certainement la population. Donc, je dirais un creuset d'échange, le sport. Quand tu fais le sport, la maison se porte très bien, la famille se porte très bien. Et tu as des rencontres, des échanges dans tes sports. En tout cas, c'est un grand creuset, le sport. Le sport permet de s'exprimer, de se libérer des agressivités envers les autres et de lutter contre le repli sur soi. Il occasionne ainsi des rassemblements de masse et des manifestations qui offrent de véritables moments de convivialité et de partage entre individus. Ces hommes et femmes l'ont si bien compris et ne ratent jamais une messe sportive en communauté. Faire du sport, c'est vraiment très important. D'abord pour la santé d'abord. Et de deux, ça nous permet de s'évader, ça nous permet aussi de consolider les amitiés et aussi rester dans des groupes, c'est très important. Le sport, en fait, c'est un truc qu'il faut vraiment penser au cœur. Et je demande aujourd'hui à mes soeurs, à mes mamans,
que vraiment, si tu pratiques le sport, c'est que tu économises tes sous. Non seulement tu te portes bien, mais tu évites d'aller à la pharmacie pour aller gaspiller ton argent pour rien. Au-delà de ses bienfaits pour l'organisme, le sport supprime de façon indirecte les différences entre les classes sociales des individus, surtout chez les jeunes. Il est une activité d'apprentissage de la vie en société et de réintégration. Pour des spécialistes, psychologiquement, le sport peut former aux obstacles de la vie courante. Il apparaît donc comme un vecteur d'intégration sociale permettant à chacun de se découvrir des talents à mettre au service de la communauté. Hors de nos frontières à présent, direction le Nigeria, notamment dans le bidonville de Makoko. Eh bien là-bas, un ancien champion d'échecs initie les enfants à cette discipline. Ce jeu nigérien organise des compétitions d'échecs au cours duquel les plus forts peuvent espérer avoir des bourses d'études. Une nouvelle passion donc pour ces jeunes qui rêvent de sortir de la misère. Allons à leur découverte avec nos confrères de France 24. C'est un immense bidonville sur pilotis, Makoko. Le plus grand du monde à flotter ainsi sur l'eau, au-dessus de la lagune de Lagos, capitale économique du Nigeria. Ici, 250 000 personnes au moins vivent dans l'extrême pauvreté. Depuis quelques semaines, les enfants de Makoko reçoivent régulièrement la visite de Tunde Onakoya. Lui-même a grandi dans un bidonville et s'en est sorti. Il vient ici avec d'autres volontaires, leur apprendre à jouer à un tout nouveau jeu. Laissez-moi donner cette leçon. Joueur d'échecs. Attentif. Au milieu du bidonville, les échecs sont devenus leur nouvelle passion. Toi, comment tu commences le jeu? Est-ce que c'est une bonne ouverture? Oui, applaudissez-le. Tous les week-ends, ils travaillent leur stratégie, parfois pendant des heures. Leur professeur, lui-même devenu un joueur de haut niveau. Je me suis dit que si j'arrivais à apprendre les échecs aux enfants des bidonvilles, la façon dont ils sont perçus par tout le monde changerait. Au lieu de les voir simplement comme des enfants pauvres, on verrait qu'ils ont de grandes capacités intellectuelles. Bien sûr, on ne va pas tous en faire des champions d'échecs, mais on utilise le jeu pour leur donner un cadre, une éducation. Après avoir appris les règles de base, les enfants jouent les uns contre les autres, conseillés par un bénévole. Cette jeune fille, Tinuola, a 15 ans. Et les échecs sont déjà en train de changer sa vie. Je n'avais jamais entendu parler des échecs avant que Tunde ne vienne ici. Ça me donne confiance en moi. Je me tiens devant beaucoup de gens et je joue avec toutes sortes de personnes. Ça peut transformer mes rêves en réalité. Alors, Tinuola continue à jouer. Et le mois dernier, elle a reçu une bonne nouvelle. L'adolescente avait dû renoncer à aller à l'école faute d'argent. Tous les jours, elle aidait sa mère à vendre des savons et des shampoings sur les canaux du bidonville. Mais aujourd'hui, elle peut ressortir ses cahiers. Via l'association qui organise les cours d'échecs, un donateur a décidé de payer sa scolarité. Tinuola recommence à rêver. Je veux être docteur dans le futur pour pouvoir aider beaucoup de monde. Parce que dans notre communauté, beaucoup de personnes meurent faute d'argent. Quand elles tombent malades, elles meurent car elles ne peuvent pas payer les soins. À Majidoun, un autre bidonville de Lagos, c'est jour de compétition. Donnez le meilleur, allez-y à fond. On va démarrer maintenant. Serrez-vous la main et c'est parti. Presque comme pour les professionnels. Une fois par mois, les enfants du quartier s'affrontent. Avec à la clé quelques dizaines d'euros pour les meilleurs. Une somme importante ici. Au fil de la journée, la tension monte. Mabel vient de gagner sa 4e partie. Alors, comment tu te sens? Elle n'a que 8 ans. Nous utilisons ces tournois pour faire briller les talents et leur montrer que le travail paie toujours.
Quand ils gagnent, ils reçoivent des prix et avec cet argent, ils peuvent aider leur famille. Chez les plus grands, c'est Michael qui s'impose. Il a 15 ans. T'as gagné? Tu crois que tu peux me battre? En parallèle, le jeune homme avait reçu aussi une bourse d'études et rejoint une école privée équipée d'ordinateurs à un sacré luxe. L'ONG rêve maintenant d'étendre ses programmes dans d'autres. Et c'est tout pour ce 12h45. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTBI, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.